Bonjour, bonjour à tous et à toutes et merci de votre présence aujourd'hui. Je ne sais pas s'il y a l'écran partagé bien. Oui. OK. Il y a un retour de personnes pour savoir si est bien partagé. Et aujourd'hui, nous accompagne précisément le professeur Santiago Duran-Sindreu. Il est psychiatre à l'hôpital de la Santa Cruz de São Paulo. Le Santa Cruz de São Paulo, c'est l'hôpital des grands monuments de modernisme de Gaudí. Et il est le directeur du Centre de conduite d'addiction. Centre de conduite d'addiction, on dit ça, oui. Centre de conduite d'addiction à l'hôpital Santa Cruz de São Paulo. Et aujourd'hui, va nous expliquer précisément sur les phénomènes chemsex. Il a fait des exposés ici dans les congrès de chemsex à Paris il y a des années. Et c'est pour ça que nous l'avons invité aujourd'hui, surtout en sachant qu'il est plus de psychiatres et adultes, mais c'est un phénomène que de plus en plus, il y a population adolescente qui est impliquée dans ce type de situation. C'est pour ça que les docteurs nous accompagnent aujourd'hui. Merci. Merci à tous. Et comme Alexander a dit, je suis Santiago Duran-Sindreu et je travaille à l'hôpital de São Paulo au service de psychiatrie. Je suis le directeur de l'unité de conduite addictive. Dans cet hôpital, je suis psychiatre d'adultes, mais on fait aussi les visites médicales des adolescents plus âgés depuis 16 ans, s'il y a les compétences. Et les 100 dernières années, il y a une plus élevée demande de visite pour ce phénomène. C'est le phénomène du chemsex. Et je veux remercier votre attention et je veux remercier aussi l'organisation pour m'avoir invité. Et le français, ce n'est pas ma langue maternelle. Je essayerai de parler en français toute la science, mais si pour moi, c'est difficile de m'exprimer, et je parlerai en anglais. Premièrement, je parlerai avec un cas clinique. Ce n'est pas le plus souvent, mais c'est le cas clinique d'un malade appelé Jordi qu'il arrive à notre unité parce qu'il a commencé la conduite addictive à la méthamphétamine et très tôt, à 16 années. Il est né à Barcelone et il est âgé à 17 ans. Il habite chez ses parents, il est célibataire. Et avant de commencer la maladie actuelle, il prépare son bac. Il avait un bon climat familial, il avait une adaptation sociale et académique. Seulement, remarquez qu'autour de 14 ans, il a une consultation, quelques consultations en psychologie en libéral et un rapport d'un possible harcèlement et intimidation scolaire et quelques difficultés liées à son orientation sexuelle. Et ici, à ce dispositif, on peut avoir deux caractéristiques que sont typiques des usagers de chemsex. Et il y a d'habitude une maladie sexuellement transmissible comme le VIH. Le cas de Jordi, il y a diagnostiqué il y a 6 mois. Il y a aussi, il n'y a pas aussi aucun antécédent psychiatrique. Et il y a deux éléments de concept que je veux vous expliquer, que c'est une possible homophobie internalisée à évaluer, c'est-à-dire l'aine, la peur ou la rejet à son homosexualité. Et c'est un concept lié
à l'homosexualité hérodystonique. Et je ne sais pas si vous connaissez le concept de le sexe concordante, c'est-à-dire que sont les personnes qui sont VIH positives, qu'ils préfèrent d'avoir seulement les rapports sexuels avec autres personnes avec VIH. C'est par la raison, c'est pour éviter la sérophobie, la stigmatisation, et il n'est pas de dire, de donner quelques explications de l'autre qu'il est VIH positif. Et c'est le cas, c'est pour ça, en France, ce n'est pas le plus fréquent, mais comme je vous dis, le dernière année, il y a plus de cas similaires aujourd'hui. Il y a début les troubles liés à la consommation de méthamphétamine. Dans les premiers temps, c'est fumé avec une pipe, et c'est la voie intrapulmonaire. Et le premier 2 mois, et il n'est pas fait la consommation toujours, seulement une fois, 2 fois chaque 2 ou 3 semaines, et le profil de Vinge, c'est-à-dire une consommation avec un grand dosage, plus de 2 grammes, mais avec une grande durée. C'est 3 ou 4 jours de suivi. Plus tard, ces consommations est toujours liées avec le contexte sexuel. Mais après 6 mois, il fait la consommation toujours, mais en petit dosage, c'est la moitié d'un gramme chaque jour, mais sans la relation, sur les liaisons avec la conduite sexuelle. C'est en ce moment qu'il y a une progressive séparation sociale, il est isolé et académique, il est expulsé de l'école et familiale avec les fréquents épisodes de colère et des comportements impulsifs et agressifs dans le cadre familial. Il commence des prises en charge ambulatoires, première avec les psychiatres, mais aussi avec les thérapies psychologiques individuelles, d'approche cognitive comportementale, mais plus tard avec l'orientation systémique. Mais il y a beaucoup d'échecs, il n'est pas arrêté les consommations de méthamphétamine, parce que la substance la plus dangereuse des substances qu'on utilise dans le chimsex, et la famille a décidé de déménager dans une résidence secondaire à la campagne pour faciliter l'arrêt de la consommation, pour n'avoir pas la possibilité d'acheter cette substance. C'est là-bas quand il apparaît les crashs méthamphétaminiques. Les crashs méthamphétaminiques, c'est un type de syndrome de CVRH typique de ces substances, qu'il y a des symptômes dépressifs très graves comme la tristesse, l'apathie, la folie, et finalement, aujourd'hui, faire une grave tentative d'autolyse, première avec une seule consommation de médicaments, après avec la vénoclyse, et finalement, il prend feu à sa chambre dans la maison, et il doit être porté à l'hôpital pour une intoxication de monoxyde de carbone. Et il était stabilisé dans le département des soins critiques, et après, il est hospitalisé dans le département des soins aigus de psychiatrie. Après, sorti, il fait la désintoxication du département, et finalement,
et il est sorti de l'hôpital et, et il allait toujours pendant 8 semaines à l'hôpital du jour des conduites addictives et c'est un programme de 8 semaines et que les malades va chaque jour de lundi à vendredi. Les médicaments qu'ils prennent, c'est le bupropion, 150 mg par jour, la méthamphétamine, 15 mg, et après, c'est avant de se coucher. Et le bupropion, c'est dans quelle indication? Parce que le bupropion, c'est l'unique, il n'y a pas aucun médicament qui on peut, il y a l'autorisation pour les troubles liés à la consommation de méthamphétamine, mais il y a quelques études pour bupropion, pour les mécanismes de fonction. Parce que dans la méthamphétamine, il y a, on verra plus tard, une élévation très grande de dopamine et noradrénaline et aussi de sérotonine. Et comme le bupropion, c'est comme le traitement des maintenements pour avoir. Mais qu'est-ce que c'est le phénomène de conscience? Vous le connaissez un peu? Un petit peu? Non? C'est un petit schème de qu'est-ce que je parlerai pendant la séance. Première, je parlerai avec de la définition des concepts associés et la santé physique et mentale chez les hommes ayant rapport sexuel avec hommes. Après, je parlerai de l'épidémiologie et l'évolution dans les temps. C'est un phénomène qui est commencé dans le Royaume-Uni, mais aujourd'hui, c'est à tout le monde. Et après, on parlera des substances et les voies employées. Quelles conduites sexuelles spécifiques sont propres de chemsex et quelles sont les attentes et les expectatives des consommateurs. Et finalement, on parlera de la santé physique et de les liens de VIH, l'hépatite C et d'autres maladies sexuellement transmissibles, le chemsex, et quel est l'impact et les répercussions sur la santé. Et finalement, je parlerai des ressources disponibles pour les prises en charge à Paris, et que c'est un peu différent à Barcelone. Mais quel est le concept? Le chemsex, c'est le sexe intentionnel planifié entre hommes ayant les rapports sexuels avec hommes, pendant lequel on utilise substances psychoactives spécifiques comme la méphédrone, la méthamphétamine et le GHB. En France, on n'utilise plus les méphédrone et les autres caténones. À Barcelone, on n'utilise plus la méthamphétamine, c'est plus dangereux. Mais pourquoi? C'est afin de faciliter, entamer, prolonger, maintenir et intensifier les rapports sexuels. Mais quelle est la durée de cette séance? C'est le nom de la séance de chemsex. Il peut durer quelques heures, mais aussi jusqu'à 100 jours. 100 jours, vous pouvez penser qu'il y a quelques problèmes d'avoir 100 jours avec sa substance psychoactive et le sexe avant ayant cette conduite sexuelle à risque et sans prendre quelques médications comme les antirétrovirales. Mais où est-ce que c'est fait les séances de chemsex? Les plus fréquentes, c'est à les domiciles privés et les soirées privées, on appelait les chills, mais c'est aussi dans les saunes et les clubs publics. Et à Barcelone, je crois que également à Paris, les saunes pour essayer de diminuer les conséquences de ces problèmes.
Et il y a une limite de 12 heures pour être dans les sauna et pour essayer de n'avoir les problèmes comme les overdoses ou les problèmes liés à ces substances. S'utilise, comme j'avais dit, trois substances la plus fréquentes, la méphédrone et d'autres caténions, le GHB. La méphédrone et la méthamphétamine sont des stimulants et le GHB, c'est un dépresseur. Il s'utilise aussi les paupers. Les paupers, c'est un nitardamyl. C'est une substance qui est inhalée pour c'est un relaxeur de la musculature lisse pour faciliter avoir quelques conduites sexuelles plus agressives, que sans les paupers, c'est plus difficile. Et aussi, c'est fréquent l'utilisation de sildenafil, Viagra et d'autres inhibiteurs de la phosphodiestérase. Pourquoi? Parce que la méthamphétamine et le méphédrone à dosage plus élevé a un effet indésirable que c'est la dysfonction érectile. Mais combien de participants il y a d'habitude dans les séances de chemsex? Plus de 3 ou plus. C'est-à-dire l'utilisation de ces substances dans un couple, on ne considère pas chemsex. Et s'il y a plus de participants, les dangers, c'est plus dangereux et c'est plus facile d'avoir une conduite sexuelle du risque. C'est très important pour cet phénomène l'utilisation des applications de rencontres et géolocalisation. En Espagne, en France, c'est le même, c'est Grindr ou Scruff. Et c'est important qu'il y a des enjeux et des émoticônes spécifiques pour la communication entre les adolescents ou des adultes pour parler sur et sans dire quelques paroles, quelques mots quand ils parlent avec cette application. C'est important, cette point, parler du rôle de travailleur du sexe. Il y a un rôle bidirectionnel, c'est-à-dire il y a quelques travailleurs du sexe qui sont obligés par le client à la consommation de ces substances et après, ils déroulent une conduite addictive, une maladie addictive. Et aussi, il y a le contraire, c'est-à-dire une personne qui commence avec le sexe, il a s'établit la maladie addictive, il n'a pas d'argent et il commence de travailler comme un travailleur du sexe. Vous pouvez arrêter si vous voulez poser quelques questions ou si je ne m'exprime clairement. Ici, il y a différents noms, c'est un nom internationaux pour parler dans cette application. C'est comme Fansession, Longchem, le Chem, c'est Chem, Chem Welcome. Et à droite, on peut avoir des émoticônes. Par exemple, cette sharing, c'est que dans la séance de chemsex, l'avant intraveineuse, c'est permis, c'est possible. Et d'autres acronymes qu'il marque que conduite sexuelle il veut faire. Mais comme il y a la santé physique et mentale chez les hommes en général, chez les hommes ayant sexe, les rapports sexuels avec hommes, on peut penser que en général, les conduites addictives et la consommation en général et la pathologie psychiatrique, c'est plus fréquent dans ces collectifs, les collectifs LGTB, qu'en comparaison avec l'homme hétérosexuel. Il y a plus risque de la consommation d'alcool, des troubles liés à la consommation d'alcool, la consommation de substances illicites, et aussi il y a plus risque de symptômes dépressifs
et de la conduite suicidaire. Et aussi, je veux remarquer qu'en Espagne, et c'est la même chose en France, que les moitiés des nouveaux cas de VIH sont d'hommes ayant rapport sexuel avec hommes. Et que la prévention, c'est-à-dire la co-infection de VIH et hépatite C, c'est très plus fréquente avec les hommes ayant sexe avec d'autres hommes. Dans les dernières décennies, il y a une augmentation progressive très importante des maladies sexuellement transmissibles, mais non seulement le VIH, c'est aussi la syphilis, la gonorrhée et la chlamydia, mais aussi les réinfections. Il y a quelques malades qui ont 3 ou 4 fois gonorrhée ou syphilis. Mais quand est-ce que commence le phénomène de chemsex? Il a débuté à Londres en 2012 et après, il a voyagé toutes les villes européennes, mais les villes, premièrement, les villes européennes qui sont plus tolérantes avec les collectifs LGTB, c'est-à-dire Paris, Amsterdam, Bruxelles et Barcelone. Et après, ce phénomène, aujourd'hui, c'est mondial, mais surtout, c'est un phénomène urbain de grandes villes et occidentales. Les différentes études de prévalence sont un peu différentes et ça dépend de où on cherche l'échantillon. C'est-à-dire, si vous faites une étude de prévalence à la clinique de maladies sexuellement transmissibles et le sondage des applications, l'enquête des applications de rencontres, on a une prévalence autour de 30%. C'est très élevé. Mais si tu fais une enquête générale autour les hommes ayant un rapport sexuel avec hommes, tous les hommes gays, c'est seulement 3%. C'est une des premières études de chemsex que s'est menée à Londres, les arrondissements du sud de Londres, que c'est le plus gay-friendly. Et pour moi, c'est très important que la consommation de paupers, c'est plus fréquent que la consommation de tobacco. Et si toutefois, on peut voir que la consommation de méphétrone, crystal meth ou GVH, comme minimum une fois à la vie, c'est autour de 30%, c'est-à-dire 3 chaque 10 hommes a consommé ces substances. Et les paupers, le 8 et le 80% de personnes sans maladie mentale. Vous savez comment 50% des hommes HSH consomment de l'alcool chaque jour? C'est avec les plus presque les 100% un fois sur la vie, il y a la consommation d'alcool. Dans les dernières 24 mois? 50% dans les dernières 24 heures. C'est comme ça que ça se dit. C'est 80% dans la dernière semaine. Vous devez regarder tout moins les bleus que c'est jamais. C'est-à-dire presque les 100%, il y a consommation d'alcool quelquefois dans la vie, mais pour moi, c'est le plus remarquable, c'est que la méphétrone, le glycylmeth et le GHB, c'est autour de 30% comme un minimum, une fois à vie. Surtout la méthamphétamine, c'est très neurotoxique, très problématique. C'est le crack, la méthamphétamine? Non, le crack, c'est la cocaïne fumée. Oui.
Et la méthamphétamine, c'est un vieux connu aux États-Unis, mais ne pas à l'Europe. Et c'est la drogue en série de Breaking Bad. Oui, mais en Europe seulement, il arrive au 2002 et surtout par le collectif c'est l'étude plus importante dans l'Europe parce que c'est une enquête menée dans plus de 40 pays européens et au Canada et aux Philippines. Et il y a un échantillon de plus de 125 000 répondantes. C'est une enquête en ligne de plus de 11 000 répondantes sont de la France et de 10 000 de l'Espagne. C'est une étude de la Commission européenne en partenariat avec le ONG, des organismes publics. Et il cherche à savoir comment la santé physique, psychique et sexuelle de le collectif LGBT pour après faire des politiques pour améliorer la prise en charge de ces collectifs. C'est publié en août de 2019 et c'est free, c'est un peu téléchargé gratuitement. Et c'est le résultat en France, en Espagne. Je crois que c'est un peu important que la pratique du chemsex en France, un peu plus qu'en Espagne, et une fois dans la vie, presque les 20%, les mois derniers, presque les 8%, mais le plus important, et je crois que c'est l'injection intraveineuse, qu'on parlera après, qu'on dit le slamming. Le slammer en France, c'est 6% qui répondent. C'est un chiffre un des plus élevés de toute l'Europe. Quand on a arrivé à ce point, est-ce que c'est possible que 100% qu'est-ce qu'il y a un trouble d'addiction? Et comme France, l'Espagne, quelle est la situation? Et si nous comparons avec des autres pays européens, en tête, c'est les Pays-Bas et la Belgique avec une date plus élevée. France, Espagne, Royaume-Uni, c'est à la moitié mais un peu élevé de la moyenne et après des autres. On peut voir la carte qu'en Espagne, la France et le Royaume-Uni, la moitié, les Pays-Bas et la Belgique. Ces chiffres sont de 2017. C'est probablement les pays scandinaves ont aujourd'hui chiffres plus élevés qu'en 2017. Ce sont les données de l'étude de mis en France, notées les 13 jusqu'à presque 14%. Mais je crois que pour vous, c'est important l'âge que c'est plus fréquent pour les adultes plus âgés, le 15%, mais on peut voir que pour les mineurs de 30 ans, ce n'est pas despreciable parce que c'est les 10%. Et cette étude seulement, c'est pour des personnes de 18 années et plus. C'est un étude français d'Anne Baptiste et Sesquelwater. C'est une étude de prévalence du chemsex. Et je crois que c'est très intéressant parce que c'est une des premières études qui fait la comparaison avec deux périodes. La première période, c'est de 2008 jusqu'à 2013.
Et après une période que c'est 2014 jusqu'à 2017. À moi, comme un égyptologue, c'est très vraiment, je dois remarquer que en la première période, les substances les plus utilisées en France, c'est le cathion, la méthamphétamine, et il n'en paraît pas la méthamphétamine que c'est la plus dangereuse. Mais aux deuxième période, la méthamphétamine apparaît comme la cinquième substance la plus utilisée. Et aussi, en cette étude, il veut savoir quels sont les troubles les plus fréquents liés avec les chemtrails. Et c'est logique que c'est les troubles liés à l'usage de substances, mais aussi d'autres maladies, d'autres maladies psychiatriques, mais aussi les problèmes comme les décès ou les troubles cardiovasculaires. Et je crois que pour vous, c'est très important la comparaison de deux périodes parce que dans la première période, il n'y avait pas aucune mineure, aucune adolescent, mais à deuxième période, on voit que l'âge, c'est plus jeune, la population qui est consommateur est la première fois qu'il y a 15 ans, dans l'échantillon. C'est une étude très bien faite, avec une méthodologie très rigoureuse, avec différentes bases de données, et aussi avec ces bases de données, c'est les données de chemical substitution, où il y a un rapport de violation d'autres. Le deuxième étude française que je veux vous montrer, c'est de Philippe Trouillet et ses collaborateurs dans l'International Journal of Drug Policy. Et c'est très c'est une étude de prévalence, mais l'échantillon, ce n'est pas la population générale, c'est des hommes ayant sexe avec hommes qui pratiquent sexe dans le club ou dans les saunas. Il y a plus de 20% et plus de 3% que la consommation c'est intraveineuse. L'âge le plus fréquent, c'est le 20-34 ans. Mais c'est très, je crois qu'on doit marquer que la tranche d'âge le plus jeune, c'est la tranche d'âge où la consommation intraveineuse c'est plus fréquente. Et aussi, c'est cette tranche d'âge la plus, il a la santé mentale la plus dégradée et il est avec plus de maladies sexuellement transmissibles. C'est-à-dire, le genre des adolescents qui commencent le cancer, il a pire santé mentale et physique et la consommation plus fréquente intraveineuse. C'est une étude similaire en Espagne. Seulement noter que le profil des consommateurs, quand c'est un adulte, ce n'est pas une consommation de gens sans études. Et plus de parce que les 70% a des études universitaires et la plupart, il y a un travail étable. La consommation à Barcelone, c'est plus haut de méthamphétamine, mais à Madrid, c'est plus élevé la méthamphétamine comme en Paris. Il y a quelques théories de pourquoi, parce qu'en Barcelone, c'est plus fréquent la consommation de méthamphétamine, mais on ne sait pas sûr la raison. Les substances qu'on utilise, c'est la méthamphétamine dans le contexte, méthamphétamine, le GHB, et c'est le plus fréquent dans l'Union européenne, la méthamphétamine aux États-Unis, on ne sait pas à Barcelone, et l'usage intraveineuse,
s'appelait l'islamin, et la personne qui pratique l'islamin, en français, on dit l'islameur. Et l'islamin, c'est-à-dire l'usage intraveineuse, il y a quelques problèmes de santé publique parce que plus de 10% partageant des seringues, il y a un concept que c'est l'autorisation de la tirale. Et vous savez que, vous connaissez, non? C'est un concept que c'est quand on utilise la tirale, pour exemple, la seringue ou la poncture croisée de le partenaire sexuel comme pour augmenter l'excitation d'autres. C'est un concept lié au chemsex. Est-ce que vous m'avez compris? Oui, je vois. Oui. Et le nom, c'est la substance la plus utilisée en France, la méphétrone. Et c'est en France qu'en 2007, c'est le premier pays du monde qui l'a détecté. C'est une acatinone dérivée d'une plante, qui c'est la cathédoulis. C'est pour ça que c'est sa raison pour colloquialement, dans les rues, les utilisateurs, les usagers, les appeler les miao-miao, les chats, d'autres noms qu'on doit connaître. La voie de consommation la plus fréquente, c'est sniffer. Et des effets pharmacodynamiques, c'est la libération brutale des dopamines de la synapse, le blocage de la recapture de la dopamine. Et c'est pour ça que quelques médicaments comme les bupropion peut être utile quand les maladies additives établies. Mais quels sont les effets physiologiques de la méphétrone? Les chercheurs, ils veulent l'amélioration subjective de l'activité physique et mentale sous les effets de la méphétrone. Si vous avez une consommation, on peut avoir des rapports sexuels de plus d'1 jour de durée, l'euphorie, l'augmentation de la libido, la loquacité, mais il y a aussi des effets indésirables. C'est effet similaire à des effets des amphétamines, la tachycardie, l'hypertension, la déshydratation, mais aussi la psychose et les crashs, que c'est le syndrome de sévérage le plus fréquent, arrêter brusquement ce type de substance. Il y a aussi des prix et cas de mort subite. Et l'année, je crois que c'est l'année 2021, plus de 25% à mort subite à Lyon. Pour les effets de méphétrone, méthamphétamine ou d'autres. C'est surtout avec le GHB, ce qui s'appelle le GHB, c'est le mélange avec l'alcool. Là, vraiment, il y a un risque de... On parle après, mais le risque, parce que le GHB, il a une marge thérapie et toxique très étroite. C'est dans les limites. Plus de millilitres, ça peut être trop pour une personne. Et donc, c'est pour ça c'est difficile de doser ça avec l'alcool, parce que l'alcool, ça peut délayer, en fait, l'effet du foie. C'est ça. C'est-à-dire, le marge avec le GHB, le marge thérapeutique et toxique, c'est très étroite. Et quand il prend le GHB avec l'alcool, il a un risque d'avoir les convulsions, les comes. Et si tu prends l'alcool, tu ne peux être tu ne attends le temps de 45 minutes pour prendre le suivant dosage. Je ne sais si. Il prend tous les 15 à 20 minutes. Mais l'idée, c'est que si l'alcool met un délai pour que l'effet agisse, ils vont prendre plus de doses en attendant l'effet.
et ça cumule, les doses se cumulent, et quand l'effet aura lieu, c'est très toxique pour le corps. Oui, et c'est un problème très important parce que ces malades, quand arrivent avec un coma d'étiologie inconnue, ce n'est pas possible. Le GHB, c'est très volatile et tu ne peux avoir au sang, ou l'urine, c'est très difficile de couvrir. Et quand il se réveille dans l'hôpital, il Rachel est sorti de l'hôpital parce qu'il ne va pas être là. Et j'insiste avec la méthamphétamine parce que en Barcelone, c'est un véritable problème de santé publique. Et je crois qu'avec les données en France, c'est possible que les prochaines années, aussi en France, c'est la plus toxique de substances qu'on utilise en plein sexe. C'est une amphétamine très puissante. Et il est dérivé de la pseudoéphédrine, que c'est un vasoconstricteur et décongestionnant, qu'il est légal en Espagne et en France, et que seulement avec le changement d'un groupe d'alcool, on peut faire un laboratoire clandestin la méthamphétamine. Et on peut les sniffer, on peut les fumer. Avec la pipe, c'est le plus fréquent, mais le 10% avec la voie intraveineuse et aussi la voie rectale avec les problèmes qu'il peut avoir, la nécrosie de la muqueuse rectale. Les effets pharmacodynamiques, c'est similaire que la méthamphétamine, mais la inhibition de la recapture de tous les catécholamines, c'est plus fort et fait plus usante. Dopamine, noradrénaline et la sérotonine. Et comme je dis, la méthamphétamine, c'est la plus problématique. Mais pourquoi? Parce que l'usage intraveineux, c'est le slamming, c'est plus fréquent, le risque d'addiction, c'est plus élevé, les comportements agressifs, compulsifs et impulsifs, les psychoses toxiques et prolongées, non seulement les psychoses toxiques, et le syndrome de sévérage, le rage méthamphétaminique, c'est lié avec plus fréquent avec la conduite suicidaire. Et si on consomme la méthamphétamine d'habitude, il y a un risque de la décline cognitive irréversible. Quand le colère a dit que les GHB et les GVL, que c'est le précurseur de les GHB, c'est appelé dans la rue, colloquialement, ecstasy, ou G en France, c'est appelé en Espagne, je ne sais pas quel autre nom c'est en France, si quelques personnes peuvent aider, je serai bienvenu. Comme le collègue a dit, la toxicité c'est très augmentée avec l'alcool et il y a le risque de commotion et les communs et la difficulté du dosage. Si bien le GHB, il n'a pas un pouvoir très addictif quand la maladie addictive est établie et le syndrome de sévérage, c'est très compliqué. C'est similaire à le délirium tremens de l'alcool et il a besoin, non toujours, mais une part importante, d'être la désintoxication dans l'hôpital, mais aussi dans les départements de soins intensifs. Pour l'instabilité hémodynamique, il n'y a pas quelque étude d'effectivité de médicaments ou d'interventions psychologiques dans les addicts aucun sexe. C'est une étude où il y a agent psychiatrique et avec, c'est intéressant l'échantillon parce que ce n'est pas seulement les hommes,
les hommes, c'est cisgender men, transgender women, par sex with men. Finalement, cette étude, la mirtazapine peut un peu d'effet pour améliorer l'abstinence de la substance étudiée. Mais le fait, c'est anecdotique. Ce n'est pas très grand. Et le comportement sexuel, on a parlé des substances, on a parlé des phénomènes, mais il y a aussi quelques comportements sexuels propres de ces phénomènes. Et je ne sais si vous connaissez les fisting ou les doubles fisting. Est-ce que vous savez que c'est? Oui. Oui, fisting, c'est poser les points dans l'anus. Et les double fisting, c'est après, et c'est les 2 points. C'est avec sur les effets des repères pour d'autres substances pour faciliter, parce que c'est douloureuse. Avec le fisting et double fisting, il y a des problèmes parce qu'il y a la possibilité de perforations et le problème de perforation rectale ou d'autres problèmes. Et il y a aussi quelques agressions sexuelles, sexe et viol, sexe non consentant dans ces séances de chemsex, surtout sur les effets de GHB en la personne avec un niveau de conscience très bas. Et vous croyez que ces personnes allaient à la police pour se faire la dénonce? Non. Parce qu'elles ont honte. Il n'y a pas, ne c'est pas fréquent de la dénoncer à la police. Et il est aussi, je veux parler avec un concept que c'est très important pour la réhabilitation de nos malades et aussi pour des adolescents, c'est la difficulté du retour au sexe sobre. Vous connaissez ce concept? Qu'est-ce que tu peux l'expliquer? La difficulté de retourner du sexe sobre? Oui, ça ils auront une difficulté à avoir sexe sans drogue. Ces malades, en la première fois, quand la maladie addictive s'est établie, parce que c'est un phénomène qui ne s'est pas toujours une maladie, c'est un phénomène. Et quand une maladie addictive établie, ces malades, ils préfèrent l'abstinence sexuelle, n'avoir pas aucun rapport sexuel qu'avoir rapport sexuel sans la substance. Et c'est la part finale de la réhabilitation quand les malades peuvent avoir relations sexuelles, rapport sexuel sans substance. On use un cas sympa dans la fiche pour les premiers étages de traitement de ces malades. On peut utiliser quelques médicaments pour réduire, pour baisser les désirs sexuels, comme peut être quelques antidépresseurs comme la paroxétine et dosage petit d'antipsychotiques comme le risperidone pour le premier pas, pour le premier étage et pour la réhabilitation. J'aime cette diapositive. C'est une étude publiée dans l'International Drug Policy. Drug Police, c'est de Maxwell et d'autres, c'est des Royaume-Uni. Et c'est une revue, c'est très importante dans la dictologie. Et quelles sont les attentes, quelles sont les expectatives
des personnes, des adolescents, des jeunes adultes pour commencer le chemsex. Les chemsexeurs, ils veulent la consommation de substances pour l'augmentation de l'excitation et l'endurance sexuelle, faciliter le rapport sexuel, la pénétration, le fisting, le double fisting, l'intensification des émotions et la perception, et aussi la désinhibition de quelques personnes qu'ils ne peuvent pas avoir que les contacts sexuels avec d'autres personnes si elles ne sur les effets de sa substance. C'est en espagnol, mais c'est en enquête d'un échantillon espagnol il fait poser la question de pourquoi est-ce que vous avez commencé le chemsex. Elles ont dit plus de 75% pour avoir un rapport sexuel avec plus plaisir, pour avoir plus d'endurance, pour me sentir plus confiance avec les rapports sexuels. Et c'est important, un de 4 personnes pour guérir mon sentiment négatif. C'est-à-dire, il y a possiblement un de 4 personnes qui partent du chemsex qui possiblement a quelques troubles d'anxiété ou symptômes dépressifs ou quelques problèmes qu'on ne savait pas. Et le dernier, le 20%, c'est pour faciliter de faire les conduites sexuelles qu'on a parlé. C'est une étude aussi de Royaume-Uni, de Bourne et ses collaborateurs, qui parle de différents, c'est une étude qualitative ouverte. Je continue, je suis. Bien. Donc on reprenne, on reconnecter. Mais normalement, ah non, vous avez... Non, Ça fait vraiment 10 minutes. L'ordinateur, c'est bon? Ah, l'ordinateur, c'est bon. Ah oui, parce qu'on a acheté le prise là. Et, Il a le café. il a fallu brancher le projecteur sur la prise de... Et c'est comment un adolescent? C'est comment? C'est plus comment, les dernières années, il y a les consultations pour ces problèmes ont plus élevé. Je sais que ce n'est pas beaucoup, mais nous avons fait le rendez-vous et je pense 106 malades les derniers 5 ans qui sont adolescents plus âgés, mais nous ne sommes pas en service de pédopsychiatrie. D'autres motivations que je crois que il peut être important pour les psychologues et pour les psychiatres, c'est par solitude, pour faire surmonter l'homophobie internalisée, et pour surmonter des problèmes du passé, compris les abus sexuels, d'autres pour vaincre la peur du rejet et la gêne dans le côté sexuel. J'irai plus vite parce que je crois que seulement pas de 10 minutes. Et c'est le chemsex. Je peux? Hein? Quelle est la relation le phénomène du chemsex et le VIH? Il a une lieu très proche, très forte, et il y a quelques raisons, mais on peut voir que la moitié des chemsexeurs, des consommateurs de cancer, sont VIH positifs. Les hommes qui ont un rapport sexuel avec hommes VIH positif pratiquent le cancer plus souvent que d'autres, que le VIH négatif. Et aussi, c'est les sous-groupes les plus à risque de prendre, d'avoir les pratiques sexuelles à risque avec tendance
les conduites sexuelles plus à risque, mais aussi ils pratiquent les conduites addictives plus à risque, les amènent, et c'est l'entrepreneuse, et elle a la tendance de laisser votre sorting, c'est-à-dire choisir un partenaire qui est VIH positif. Vous pouvez imaginer pendant une séance de sexe de 4 ou 5 jours, et sous les effets de ces substances, l'adhésion à la thérapie antirétrovirale, c'est probable qu'on passe. Être consommateur de sexe justifie recevoir la PrEP, c'est la prophylaxie pré-exposition, que c'est 100% remboursé en France, en Espagne. Vous savez que c'est la PrEP? Oui, et il y a des interactions avec l'Itonavir et Covicistat, que c'est deux des médicaments plus fréquents dans les antirétrovirales. Et vous savez que c'est dans les antirétrovirales, il y a minimum 2 ou 3 substances médicaments. Il y a les interactions avec le GHB, la méphédrone et la méthamphétamine. Et comment c'est 11 des diapositives les plus importants, je crois que à vous, c'est peut être aussi. Quand est la situation à risque des débuts avec la pratique de chemsex? On a dit que ne toujours c'est pathologique, mais c'est possible de rouler à une grave addiction. Les situations à risque sont quand une personne a le dépistage clinique de VIH positif, aussi juste après une rupture amoureuse, important pour des adolescents qui sont très impulsifs, ils cherchent les nouveaux sensations. Quand une personne suite à une migration en milieu urbain, en Espagne, c'est étudié que les immigrateurs de l'Amérique latine qui viennent à la grande ville comme Barcelone, à Madrid, la première année, c'est le plus en risque. Et on peut penser que si un adolescent le plus âgé déménage à Paris ou à grande ville et il vient de la campagne, c'est un moment de risque pour commencer au chemsex. Et le tourisme sexuel. Le tourisme sexuel, c'est, comment dire, quand on va à villes comme Ibiza, Paris ou d'autres villes, quand il y a le festival de la communauté LGTB, que c'est possible qu'il y a plus de partenaires sexuels pour la fête. C'est la liaison entre le chemsex et d'autres maladies sexuelles. Ces chiffres sont espagnols et presque la moitié à eux minimum une fois la syphilis, 30% la gonorrhée, les chlamydia, et si on compare les différents, les chemsexeurs et les non-chemseurs, les autres thérapies ou les fois que c'est plus fréquent, 5, 4, 5 de différentes maladies sexuellement transmissibles. Mais quel est l'impact sur la santé? Avec tout que je vous avais dit, on peut être très alarmé, non? Mais seulement les 25% des consommateurs de l'insecte considèrent que cette pratique a un effet négatif sur la santé. L'usage de la méthamphétamine, c'est en corrélation avec une pire perception. Et à moi, le plus important, c'est que seulement les 15% qui ayant une perception de perte de contrôle ont consulté un médecin. Pourtant, il y a un problème d'accès sanitaire parce qu'il
Et pour finir, je veux parler un peu les différents troubles psychiatriques et les comorbidités psychiatriques, les chaînes sexuelles. Les plus importantes, les troubles addictifs liés aux substances, les troubles de comportement. Mais c'est très fréquent à les émergences, las consultations des urgences psychiatriques, les psychoses et les épisodes psychotiques induits pour la méthamphétamine ou pour la méphétrone, et avec des idées délirantes et moins fréquentes les hallucinations. Comme j'avais dit, quand on arrêtait brusquement la méphétrone ou des stimulants, on a des symptômes, le syndrome de sévrage, le crash amphétaminique, qui a un risque suicidaire très haut. Et aussi, autre maladie psychiatrique qu'il y a depuis dans la littérature, c'est les déclins cognitifs, la conduite suicidaire et les troubles de stress post-traumatique. On arrivait au fin et je veux parler de un petit résumé de quelles sont les problématiques associées à ces phénomènes. Les troubles liés à la consommation de substances, l'addiction comportementale au sexe, la pornographie ou des applications, c'est plus fréquent, l'addiction comportementale aux écrans ou des applications dans les adolescentes, les troubles psychotiques ou affectifs, les suicides, les maladies physiques sexuellement transmissibles et les symptômes secondaires des intoxications comme les morts, le décès, et les comas, la convulsion avec le GHB, la mort, le décès avec l'overdose de méphédrone. Ces complications qui sont décrites à l'époque de l'héroïne, l'abcès, le phlévite et d'autres comorbidités dérivées de la ponction veineuse et l'intolérance au sexe sobre, la pornovigilance. Je ne sais pas si c'est bien la traduction en français, pornovigilance. Revanche. Oui. Revenge porn. Revanche porn. En français, on dit revenge. Revanche porn. C'est-à-dire la diffusion de vidéos sans consentement explicite pour après, on peut blackmail, on peut chantage l'autre personne pour avoir plus de rapport sexuel pour l'argent. Et le plus important qui résume toutes les problématiques sociales, c'est la dégradation sur le plan social, du travail, académique, économique et légal. Et la dernière diapositive que je vous montre, c'est aussi de l'étude de Maxwell. Et on résume que pour s'engager à la partie du chemsex, on y a 11 antécédents. C'est un facteur de risque. Et homme ayant un rapport sexuel avec homme, adultes et jeunes, mais aussi des adolescents avec un VIH positif et d'habitude avec quelques problèmes mentaux, non, comme l'homophobie internalisée. C'est les antécédents, c'est les comportements typiques dans la séance de chemsex, un conduite sexuelle plus agressive comme le fisting et le double fisting, en croissante conduite sexuelle à risque sans protection, sans préservatif, d'autres conduites à risque comme partager les matériels d'injection, les seringues,
Et le chemsex, non, toujours, il n'a pas de chemsesseur à une potentielle conséquence sur la santé mentale, la santé mentale et sur la santé physique et sur le global fonctionnement des personnes. Et j'ai fini. Ici, avec les ressources disponibles à Paris, sont ressources non sanitaires, c'est-à-dire sont ressources des associations des ONG qui dérivent, qui transfèrent ou qui aident les chemsexeurs pour arriver à les services de santé spécifiques. Et l'association l'association aide gère un numéro d'urgence 24 heures sur 24 heures, 16 jours. Et il y a aussi dans les réseaux sociaux d'autres pages web qui aident les chemseurs pour chercher l'aide sanitaire ou l'aide pour... Et il y a aussi un groupe de consommateurs actifs qui ne veulent pas arrêter la consommation, mais c'est le groupe d'aide mutuelle. Un partenariat. Autogéré. La conclusion que j'arrive, qu'est-ce que c'est? Le phénomène du cancer, c'est un phénomène complexe, pas toujours pathologique, mais qui a des implications qui comportent des risques de santé physique et mentale potentiellement graves. La prise en charge de ces consommateurs a besoin de la collaboration sanitaire interdisciplinaire, non seulement les médecins et les psychologues, et aussi les internistes qui font le rendez-vous et les personnes avec le VIH, l'infirmerie, les urgentistes et sociales avec les ONG. Et on a besoin de formation de professionnels, de tous les professionnels dans la consommation de chaque substance spécifique et dans ces conduites sexuelles du collectif homme et sexe avec homme, avec l'intention d'éviter les jugements et ne pas perpétuer les stigmatisations parce que les personnes qui arrivent en psychiatre, en psychologue, et les psychiatres ne connaissent pas les parties sexuelles de la substance et les malades peuvent se sentir jugés et ne retournent pas. Les consommateurs ayant un risque plus élevé de développer de graves pathologies médicales et aux psychiatries, c'est un sous-groupe que c'est le VIH positif, les consommateurs de méthamphétamine et quand les âges c'est intraveineux et l'eslamine. Je répétais beaucoup de temps, des fois avant la séance, mais j'espère que l'épidémie de la méthamphétamine n'arrive pas à Paris parce qu'à Barcelone, c'est horrible. Et dans notre hôpital, il faut faire une idée, c'est un hôpital avec un service de psychiatrie avec 34 lits d'hospitalisation pour les soins psychiatriques et 14 lits pour des désintoxications. Et il y a minimum 2 ou 3 urgences de psychose induite pour méthamphétamine qu'il doit être hospitalisé ou il doit être en surveillance urgence minimum 24 ou 48 heures. C'est une chiffre très alarmante. Et je veux vous remercier de votre attention.